les gens ne se rendent pas compte que même pendant l'apartheid, les relations, parce que 40 nations coopéraient avec l'Afrique du Sud en plein régime d'apartheid, la coopération, les échanges existaient déjà, notamment après la zérisation avec tout l'échec économique, la pénurie. On a été supplié en produits alimentaires par l'Afrique du Sud. Et après, même à la fin de l'apartheid, n'a fait que relancer d'ailleurs la coopération. Vous prenez l'Inde. L'Inde aussi, c'est aujourd'hui le pays le plus peuplé au monde. Il a dépassé la Chine. Hein. L'Inde est en train de petit à petit faire ses marques en Afrique et en RDC. Il y a une commission, il y a eu des travaux préparatoires pour élargir la coopération de l'Inde. La Russie, avec le Brésil, avec la Russie, la RDC constitue les pays qui sont considérés comme les 3 greniers minéraux en matière de minerais, parce qu'elles en ont beaucoup, parce qu'elles ont une diversification, elles remplissent presque le tableau de Mendeleïev. Et donc, et aussi avec la Russie, c'est aussi pour contrebalancer certaines choses. La coopération militaire, par exemple. La Russie vend plus facilement des armes qui sont des fois moins chères, comme la Chine aussi, pour les pays africains. Le Brésil, n'en parlons pas, vous parlez de pays solutions. Le président, c'est peut-être la donne qui a changé avec l'avènement du président Tshisekedi, c'est de reprendre ce leadership dans les questions climatiques à base de ce que le destin ou Dieu nous a doté de nos forêts. Et c'est pour ça qu'il fait cet axe Brésil, RDC, Indonésie, sur les forêts équatoriales et tropicales. Donc déjà, sans voir le BRICS comme tel, nous sommes pratiquement en coopération, en échange, en discussion avec tous ces leaders du BRICS. Mais après, maintenant, c'est la structure même du BRICS. Bien sûr, pour peser, il faut faire bloc. Et c'est cette logique de bloc dont on revient le professeur. Mais maintenant, vous avez l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, qui sont des démocraties, plutôt type libéral, et ainsi de suite. Vous avez la Chine, qui est une démocratie populaire, c'est-à-dire tout simplement une dictature. Et après, vous avez un régime poids lourd, autocrate, qui est la Russie. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur le plan international? Bon, c'est la question d'intérêt. Donc la démocratie, chacun, on l'a fait dans notre pays, on mène notre truc, après on discute ensemble, mais il est vrai que sur le plan international, il faut vraiment que chaque État sache là où sont ses intérêts. Et pour le cas de la RDC, c'est de savoir profiter de tous les blocs. Merci Jean-Louis. Professeur Pierre Virgence, vous êtes politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. On a justement une question de Butembo, Fabien, qui nous écrit des Butembo qui demande c'est quoi exactement l'objectif des BRICS. Alors, c'est très intéressant parce que les BRICS ont des objectifs très différents dans leur réunion même. Donc, il est clair que la Russie et la Chine, comme l'a très bien dit M. Tshembe, ont une vision géopolitique très stratégique, très militaire, mais par contre, il semble que le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud n'ont pas du tout une vision militaire, ils ont une vision très économique, et c'était en fait des tensions justement dans ce groupe pour savoir ce qu'ils allaient décider, puisque ce qui avait été mis sur la table, c'était la possibilité d'un élargissement, ça on a vu qu'il y en avait un qui avait été décidé, mais aussi d'un approfondissement de leurs relations, c'est-à-dire d'un début de structuration des BRICS. Or, il n'y a pas de structuration pour le moment. Pour répondre directement à la question de votre auditeur, eh bien, les BRICS, c'est uniquement une rencontre de temps en temps de puissances émergentes, mais qui n'ont aucun système politique commun, comme vient de le dire mon prédécesseur. La Chine et la Russie sont des États, enfin l'un directement autoritaire, l'autre avec une apparence d'élection. Les 3 autres États sont des systèmes électoraux. Donc le système politique n'est pas le même, leur objectif idéologique n'est pas le même. Mais l'idéologie, effectivement, n'est pas très présente dans les BRICS. Ce sont des rencontres très réalistes.
un des objectifs, c'était de faire une monnaie commune qui aurait pu éviter la dollarisation de l'économie qui est en route depuis, en fait, depuis la Première Guerre mondiale. Eh bien, on peut dire que cette dollarisation-là, elle a absolument pas été touchée. Donc, la dollarisation continue. Il n'y a absolument pas de possibilité pour eux de construire une monnaie commune. Ils avaient déjà construit en 2015 une nouvelle banque de développement, à Shanghai, et en fait, cette banque manque d'argent. Il y a toute une série de projets qui suivent, mais pas assez. Et donc, on voit bien qu'il y a un vrai problème d'investissement de la part de ces pays pour pouvoir fabriquer quelque chose de commun. En fait, c'est plutôt une alliance, je dirais, momentanée. Par moment, ils font des choses ensemble, mais le plus souvent, ils n'ont pas une coopération même économique systématique entre eux. C'est vrai quand même que depuis les 20 ans, ça a été créé en 2003 que les BRICS existent, il y a quand même une augmentation des relations économiques entre eux d'à peu près 10%, ce qui n'est pas rien. Mais c'est loin d'être un échange comme il y en a par exemple dans l'Union européenne ou dans d'autres unions économiques. Donc on voit que les objectifs de chacun des pays des BRICS sont assez différents. L'Inde n'a pas du tout envie de voir un renforcement militaire trop fort de la Chine parce que ce sont des pays rivaux. Il ne faut pas oublier qu'ils ont une frontière commune et qu'elle est très tendue, cette frontière. Je dirais il y a toute une série d'enjeux entre eux qui ne sont pas réglés. Et donc cette réunion, c'est une réunion où on fait une réunion à un moment donné et puis on s'en va et on fait comme si on avait été d'accord, mais en réalité, ils sont pas d'accord sur grand-chose. Et effectivement, quand on voit l'incantation, je dirais, il faudrait changer le système du Conseil de sécurité des Nations Unies, il a fallu que les autres pays insistent très fort pour que la Russie et la Chine acceptent de mettre ce morceau de phrase dans leur communiqué commun, parce qu'effectivement, la Russie et la Chine sont très contents de la situation et moins les autres ont à dire et plus ils ont l'impression d'avoir du pouvoir. Donc, je veux dire, c'est un ensemble très hétéroclite, très hétérogène, mais qui est, et c'est ça qui est intéressant à observer, le symbole quand même du fait que maintenant, les États-Unis et ses alliés, je dirais quasiment inconditionnels, l'Union européenne, ne sont plus les seuls à dicter l'agenda politique mondial. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est un peu une répétition, certains l'ont dit, c'est un peu exagéré, de ce qui s'est passé à Bandung en 1955. Mais effectivement, c'est déjà un signe de quelque chose. Alors, professeur, vous pensez que, vous venez de dire que les États-Unis et l'Europe ne sont plus les seuls à dicter l'agenda mondial. Vous pensez que le BRICS est en train de le faire ? Non, il n'est pas en train de le faire réellement, mais il est en train de faire entendre une voix. Donc il n'a pas une possibilité d'agir, il a déjà une possibilité de parler. Et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, quand les BRICS se réunissent, on prend ça au sérieux et on écoute ce qu'ils disent. Alors évidemment, là, l'ensemble des décisions qui sont prises sont décevantes par rapport à ce qu'il y avait à l'agenda, mais en réalité, effectivement, tout le monde écoute quand même ce qu'ils disent. Et donc, ce n'est pas un changement de rapports de force fondamentaux, mais c'est un début, c'est quelque chose qui commence à bouger, quoi, voilà. Qui fait bouger, qui fait peur l'Occident ? Non, pas du tout. Je pense que l'Occident ne se sent absolument pas menacé, comme je dirais le surarmement américain est impossible à mettre en danger maintenant. Je pense que, enfin, je ne connais pas les chiffres militaires, mais les Américains sont surarmés par rapport à n'importe quelle autre puissance dans le monde. Et donc là, je pense pas qu'il y ait de mise en danger. Par contre, le fait de parler sur le plan économique par exemple, l'idée de construire cette nouvelle banque de développement, en fait, c'était une idée qui suivait l'échec de la vraie mondialisation exigée par les pays du Sud après le grand crash boursier de 2009. Et là, effectivement, on avait dit que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale allaient enfin avoir une répartition plus égalitaire. Mais effectivement, pour le moment, les pays des BRICS n'ont droit qu'à 15% du pouvoir de vote à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, alors qu'ils représentent 25% du PIB mondial. Donc là, effectivement, leur parole
commence à compter. Alors, je pense pas que sur le Conseil de sécurité des Nations Unies, ça va changer rapidement, mais sur des points comme le Fonds monétaire international, peut-être que s'ils réussissent, mais jusque maintenant, ils n'ont pas réussi, hein, depuis 2015, hein, à mettre en place quelque chose qui pourrait être une sorte de début d'alternative au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, effectivement, là, ils pourraient faire plier les puissances dominantes, hein, donc les États-Unis, l'Union européenne, effectivement, et mieux tenir compte de leur nouvelle importance maintenant sur la carte mondiale. Alors, professeur, il y a un auditeur qui nous suit depuis la page Facebook de Radio Okapi. Il s'appelle Alexis Kiafounia, depuis Goma au Nord Kivu. Il pense que avec les BRICS, plutôt les BRICS vont apporter l'indépendance à l'Afrique. Comment vous lui répondez? Oh, je dis, ben, c'est un bel espoir, évidemment. Je dirais, on a eu beaucoup de moments d'espoir, hein, sur l'indépendance de l'Afrique. Donc là, je pense que ce serait une bonne idée. Malheureusement, je pense pas qu'il faut compter sur les BRICS pour obtenir ça. Alors, on peut dire que c'est vrai qu'avec maintenant 3 pays africains, donc l'Éthiopie, l'Égypte et l'Afrique du Sud, dans les BRICS à partir de janvier 2024, ça pourrait un peu changer la donne. Mais ces pays ne vont pas, à mon avis, défendre l'ensemble de l'Afrique. Ils vont défendre d'abord leur intérêt en tant qu'État, comme l'a dit mon prédécesseur. Les pays, quand ils négocient, ils défendent leur intérêt d'État et non pas l'intérêt de leurs voisins, même si par ailleurs ils aiment bien leurs voisins. Et on sait qu'en Afrique, tous les pays n'ont pas une relation facile avec leurs voisins. Et donc, effectivement, on n'est pas sûr du tout que ces pays-là vont tenir compte de l'ensemble de l'Afrique. Ils vont dire qu'ils parlent au nom de l'ensemble de l'Afrique, mais c'est pas pour ça que ça va être vraiment le cas. Donc, je pense que il faut profiter effectivement du fait qu'il y a quand même dans une organisation qui est maintenant une alternative en quelque sorte, mais pas du tout de la même ampleur que le G7, hein, mais c'est quand même une alternative. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Moi, ce qui me paraît plus significatif que la réunion du BRICS, hein, c'est le fait que Narendra Modi, le Premier ministre indien, vient de dire il y a quelques jours que ce serait important que l'Union africaine puisse être invitée dans les réunions du G20. Ça, je pense que ce serait intéressant parce que l'Union africaine, c'est une structure africaine. Ce n'est pas un pays africain qui va se défendre, lui tout seul, et pas tenir compte des intérêts des voisins. Un autre auditeur qui nous suit, Bakatousseka, voilà, Cléophas, il vient de vous suivre, professeur Virgence. Vous dites que ces pays ne sont pas toujours d'accord sur plusieurs choses. Alors il dit ceci, c'est comme les pays de l'OTAN aussi, ils ne sont pas toujours d'accord sur toutes choses. Il faut laisser le temps aux BRICS. Bien sûr, de toute façon, ça c'est une question de temps, hein, une question de temps, d'énergie d'énergie donc de chacun des pays pour construire quelque chose de commun et de voir si, je dirais, l'intérêt commun entre les pays des BRICS domine par rapport à tout ce qui fait divergence, effectivement. Enfin, il a raison sur l'OTAN. Hein, on voit bien que la Turquie ne joue absolument pas le même jeu que la plupart des autres pays de l'OTAN par rapport à l'Ukraine, tout simplement. Hein. Enfin, tout le monde a suivi ça. Et c'est tout à fait vrai. Ça n'empêche qu'effectivement, la Turquie joue bien son rôle de membre de l'OTAN quand elle a besoin de se sentir défendue, éventuellement contre la Russie. Et donc là, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de commun qui a été construit. C'est vrai, donc ça, le fait d'être dans une alliance, ça n'empêche pas les divergences. On le voit bien dans l'Union européenne, c'est tout le temps le cas, etc. Donc je veux dire, c'est vrai, l'auditeur a raison. Mais ici, on est dans une alliance débutante, et donc parce qu'elle n'a que 20 ans, hein, je dirais, à l'échelle des relations internationales, c'est pas encore très long. Hein, et donc effectivement, je pense que l'auditeur a raison. Avec le temps, peut-être qu'effectivement, il y aura quelque chose qui va se mettre en commun. Mais là, je pense que l'initiative du Premier ministre indien me semble plus intéressante parce que là, c'est bien l'Union africaine qui est invitée et non pas quelques pays africains. On va ouvrir maintenant notre standard pour prendre aussi ces autres auditeurs qui sont très nombreux à appeler. On va se rendre à Kisangani dans la province de la Chopo pour écouter cet auditeur. Ça sera pour vous, professeur Maïla Chiembe. Rémi Lokonga depuis Kisangani dans la province de la Chopo. La recommandation faite sur la réforme de l'ONU me paraît salutaire car
La structure actuelle de cette organisation mondiale, surtout au niveau de la composition du Conseil de sécurité, n'est plus adaptée aux réalités de l'ère. La question des droits de veto est réservée uniquement aux 5 membres permanents, notamment la Chine, les États-Unis, la France, la Russie et la Grande-Bretagne, traduit à mon humble avis une discrimination à l'égard d'autres États et fragilise les décisions de l'ONU. Il faut soit supprimer carrément ces droits de veto ou soit l'élargir pour que l'Afrique soit récompensée avec 1 ou 2 sièges en qualité de membres permanents. S'agissant de l'intervention du Premier ministre, il est vrai que la RDC formellement se présente comme pays solution face aux enjeux de l'humanité, mais ce slogan n'a pas de sens. Le mieux serait que le gouvernement puisse faire de son mieux pour que la RDC puisse profiter de ces potentialités dont il dispose afin d'être un acteur majeur dans le concert des nations que de pleurnicher chaque fois, car en relation internationale, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que les intérêts à maximiser. Professeur Moïla. Oui, je pense que sur la question de pays solution, la République démocratique du Congo, en matière d'environnement, avait déjà suggéré les possibilités qui s'offrent et au pays lui-même et à l'humanité par ses forêts, par la diversité de tout ce qui est toutes les composantes de son environnement écologique. Ça peut aider la République démocratique du Congo à participer à des solutions en matière de recherche sur l'environnement. C'est une possibilité. Et cette possibilité reste ouverte naturellement à condition que la République démocratique du Congo elle-même se dote d'une politique environnementale assez claire et précise, ambitieuse, non seulement ambitieuse, mais qui a des moyens. Parce que lorsqu'on a des déclarations, somme toute, respectables, encore faut-il les mettre dans une problématique de stratégie, fixer les freins et se donner les moyens. C'est bien beau d'être un pays solution, encore faudra-t-il que, clairement, le pays solution ait une stratégie claire, se donne les moyens pour qu'on puisse compter les résultats engrangés année après année. Et ça, c'est possible à condition naturellement que les jours et les années qui viennent, le gouvernement et le pays prennent conscience de ces potentialités. Quant au droit de veto et à la réforme du Conseil de sécurité, je pense que c'est un rêve éveillé. Il faut regarder la Charte des Nations Unies et les conditions qui sont posées pour modifier la Charte des Nations Unies. Je suis certain que personne ne le fera dans les temps qui sont devant nous, pour la simple raison que les puissances moyennes comme la France, comme la Chine, comme le Royaume-Uni ne participent à la gouvernance du monde qu'en étant membre du Conseil de sécurité. Or, si d'autres pays entraient comme l'Inde au Conseil de sécurité, vous verrez que la Chine serait le premier pays à s'y opposer. Et d'ailleurs, il y avait cette problématique en Europe depuis un certain nombre d'années. Est-ce que la France accepterait que l'Allemagne entre au Conseil de sécurité avec droit de veto? Mais ça, c'est un autre débat naturellement. Je pense que compte tenu de l'histoire, il faut rappeler que le droit de veto à l'origine n'avait pas la forme de la mascarade à laquelle nous vivons aujourd'hui, les pays qui ont été chargés du maintien de la paix et de la sécurité internationale, envisageant d'abord la sauvegarde de leurs propres intérêts. Mais à l'origine, le droit de veto, c'était un sauf-conduit. Lorsqu'on a demandé au président des États-Unis, est-ce que si une guerre éclatait dans le rapport de force que nous sommes en train de constituer, le nouvel ordre, dans l'entre-deux-guerres, le président des États-Unis avait dit, écoutez, si demain une guerre éclatait, moi, président des États-Unis, je n'ai pas le pouvoir de déclarer la guerre. Il faut que je me réfère au Congrès. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de trouver une alternative pendant ce temps? D'autres partenaires lui ont dit, mais alors, vous parlez du Congrès, nous aussi, on peut avoir aussi nos assemblées qui peuvent décider en temps de guerre. Alors, il a été convenu que les grandes puissances qui ont versé le sang pour délivrer le monde ne pourront pas être engagées dans une guerre future sans leur préalable consentement. Ça, c'était le préalable qui est derrière le sous-entendu de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit de veto. Évidemment, dans l'après-guerre, les grandes puissances qui l'ont obtenu et confirmé
l'utilisent sciemment pour défendre leurs intérêts que les intérêts proprement du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Je ne pense pas que dans un avenir prévisible, que ça sera possible. Oui, non, ce n'est pas possible pour des raisons de droit. Merci. Non seulement de droit et de rapport de force. Changer la charte dans ces conditions, et les pays qui ont ce droit de veto ne lâcheront rien jusqu'à ce que le monde qu'on nous promet nouveau puisse éventuellement implanter le monde ancien. Merci, professeur. Il y a beaucoup de vos étudiants qui vous suivent en ce moment, à partir de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Ils sont nombreux à envoyer des messages sur la page Facebook de Radio Okapi, notamment Madame Bénédicte Kadima. Alors, Jean-Louis Miaswekama, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Kolwezi, dans la province du Lualaba. C'est Patrick Mboulika, ça m'a depuis Kolwezi, province du Lualaba. Nous saluons la participation de la RDC à ces sommets comme invité. Mais au regard de la situation socio-économique et sécuritaire mondiale, la RDC ne semble pas être prête pour jouer véritablement son rôle d'un pays solution qui est dans toutes les lèvres de dignitaires du régime actuel. Le pays solution ne se décrète pas. Il faut poser des actes. Il faut une politique nationale globale qui implique tous les secteurs de la vie nationale. L'homme politique congolais n'a pas encore compris cela. On ne sent pas du sérieux, la rigueur et la discipline dans la gestion de la chose publique. Nous sommes encore à l'étape de culte de personnalités et des antivaleurs qui minent nos institutions. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur le plan interne avant d'aller faire figuration dans ce genre de sommet de pays sérieux. Réaction. Oui, cher auditeur, merci aussi bien de la question, mais aussi plutôt, c'est plus une intervention dans laquelle, en fait, vous avez donné les réponses. C'est-à-dire que la force extérieure d'un État, vient de sa force intérieure, de sa cohésion intérieure, de ses politiques qu'il met en place, de sa gouvernance. Et donc, vous le dites vrai. Même quand on a eu la coopération, ils sont attirés de la coopération, depuis que même on était aux études, quand nos amis faisaient soit de droit ou d'économie sur des travaux pratiques ou des mémoires, c'était justement que déjà, on ne donne pas les bases dans un pays. Il n'y a pas des bases juridiques, économiques pour bâtir de véritables coopérations. Mais en fait, parce qu'il n'y a pas de véritable politique. Parce que je vais pousser plus loin dans ce que vous dites. Je vais donner un simple exemple d'un commentaire qui a été fait quand il y a eu le sommet. Parce que ça aussi, ça pèse, ça reste dans les mémoires, le sommet Russie-Afrique. Alors, on a dit que les Africains sont partis se trouver un nouveau maître. D'abord, sur le plan psychologique mental, il faut que l'Afrique se libère. Il faut que les Congolais se libèrent. C'est-à-dire qu'on n'a plus de nouveaux maîtres. Les maîtres, c'est nous-mêmes qui devons bâtir notre pays. Notre pays a été bâti sur des bases de la mondialisation. C'est-à-dire que l'objectif de notre pays, c'est d'être un pays d'une puissance de rang mondial. Pas africaine, mais mondiale. C'est-à-dire plus que régional, sous-régional. Donc, il y a maintenant des préalables, et ces préalables doivent être très rigoureux. Est-ce que notre classe politique est à même de le comprendre? La réalité nous a souvent prouvé que ce n'est pas le cas. Est-ce que nous en avons les moyens? D'abord, il faut avoir les moyens psychologiques, mentaux, savoir ce que nous voulons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas qu'on va chercher, peut-être je vais titiller un peu cette classe politique, être le Brésil de l'Afrique, l'Allemagne de l'Afrique, c'est très bien. On doit être plus que ça. On doit être un État où on lutte contre les inégalités, où chaque enfant puisse accéder à un enseignement de qualité, parce que ça va jouer. Hein. Nous ne sommes pas le pays le plus peuplé d'Afrique, c'est le Nigeria. Mais si nous voulons peser, nous devons avoir une éducation de qualité pour chacun de nos enfants. Cela veut dire que ça va de l'enfant qui veut être menuisier, charpentier, c'est un métier très noble, ou technicien de surface, à celui qui veut être cuisinier, jusqu'à celui qui veut être professeur, ou ainsi de suite. Mais cela dans une véritable cohésion nationale, parce qu'il faut développer des capitaux humains individuels de chacun, mais aussi faire travailler tout le monde, capital humain collectif. Alors, maintenant, effectivement, si on a une classe politique qui passe son temps à se disputer, à nourrir ses convoitises de postes et servir des élections que comme un mode de production ou de reproduction économique et sociale, on ne va pas y arriver parce que ce chemin demande du sacrifice, demande une vision, demande une ouverture, parce que ça aussi c'est l'autre chose. On doit être ouvert au monde pour profiter du dernier
de l'avantage du dernier venu. On veut entrer dans un secteur, on va faire mieux que les autres pour se maintenir. Nous parler, par exemple, de la politique environnementale. Mais si on ne donne rien à la politique environnementale nous-mêmes, si on ne fait pas des politiques rationnelles pour savoir comment gérer nos forêts, d'un moment, exporter du bois en le transformant aussi plutôt que des grumes, mais en replantant aussi. Parce que quand on lit la lutte contre le changement climatique nous affecte, c'est-à-dire que nos enfants aussi ont droit à avoir un bouclier climatique pour leur avenir, pour notre agriculture, qui peut nourrir plus de 2 milliards, ou le tiers, ou la moitié de la planète. Donc, c'est en ayant cette prise de conscience qui fait passer avant les vrais objectifs, le vrai idéal, et surtout cette éthique ou cette mentalité de développement. Parce que ce qui manque, les gens, quand ils posent des choses, c'est pas, le développement ne se résume pas à bien manger, à bien ceci, bien cela. Le développement, c'est tout un concept qui irradie toutes nos manières de faire, où Merci. la culture a de la place, où le social a de la place, ainsi de suite. Alors, très rapidement, vous répondez à Samy Ewania, qui pense que aujourd'hui, il n'est pas question de voir les intérêts, mais il est question de se positionner du bon côté. Et pour moi, présentement, le bon côté n'est pas l'Occident. Bref, réaction. On reviendra encore, ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, développer notre pays. Si l'Occident peut apporter quelque chose, on le prend. Si la Chine peut apporter, on le prend. Si on le prend, on prend. Mais c'est à nous de nous organiser pour faire un foyer de développement, de lumière, de pôle technologique, ainsi de suite. Tout ce que vous voulez, c'est nous-mêmes. Le vrai problème, c'est nous-mêmes d'abord, les Congolais. Merci Jean-Louis. Professeur Pierre Virgence, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Robert Baome, j'appelle à partir de la province du Sud-Kivu, plus précisément dans la ville de Bukavu. Le 15e sommet de BRICS mérite bien une attention toute particulière. Bien organisé, les BRICS peuvent constituer la future puissance mondiale qui remplacerait les États-Unis d'Amérique et l'Occident en général, cela sur le plan politique, économique, militaire et autres. Je pense que la RDC, en tant qu'un pays qui puisse s'imposer par les potentialités dont elle regorge, peut aussi rejoindre les BRICS et en devenir 46. Pour les renforcer afin de contribuer aux solutions de différents problèmes de l'humanité. Il est plus qu'opportun et nécessaire que les BRICS soient soutenus. En tout cas, ça vaut la peine. Professeur Pierre Virgence. Oui, mais ça me paraît évident que ça vaut la peine, effectivement, pour l'équilibre, je dirais, du dialogue mondial, qu'il y ait des organisations puissantes qui parlent à partir de, je dirais, de centres géopolitiques différents et qui se mettent en dialogue. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le G7 ou, dans ce cas-ci, les BRICS peuvent effectivement défendre un regard sur le monde. On sait que le G7 défend à la fois une idéologie et une façon de s'enrichir. Les BRICS défendent non pas une idéologie, mais quelque chose comme une autre image, mais en réalité, cette image est très floue et comme le disait le professeur qui est dans votre studio, moi je dirais, soyons très prudents. En tant que citoyen du monde, moi je dirais, les Africains doivent construire l'avenir de l'Afrique sans croire que la Chine ou la Russie ou l'Inde vont leur apporter le bonheur que les Occidentaux ne leur ont pas apporté. Je dirais le pouvoir politique des Africains, il dépend d'abord de la prise de pouvoir par les peuples africains et par l'obligation qu'ils vont faire à leurs dirigeants d'appliquer des programmes politiques efficients et efficaces. Mais effectivement, je ne pense pas que ce soit les BRICS qui vont apporter le bonheur au monde. Ce n'est évidemment pas non plus l'alliance américaine avec l'Union européenne qui apporte le bonheur au monde. Et donc, effectivement, il faut toute une série de mouvements pour pouvoir
parler ensemble pour pouvoir faire une collectivité mondiale, pour faire que l'ONU, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale soient le reflet des préoccupations et des besoins et des solutions de l'ensemble du monde et pas simplement d'une élite, parce que voilà, on a très bien rappelé aussi l'origine du Conseil de sécurité des Nations Unies et je dirais l'inégalité géographique effroyable et démographique encore pire que représente ce droit de veto. C'est clair que là il y a toute une série d'éléments qui datent maintenant d'il y a 80 ans et qui doivent effectivement être modifiés, mais ça ne sera modifié que lentement, au fur et à mesure, et avec une action continue et volontaire de toute une série de pays. Mais il ne faut pas croire que les BRICS vont apporter le bonheur au monde. Merci, professeur Pierre Virgence. On va considérer cela comme votre conclusion parce que nous sommes à la fin de notre émission. Professeur Moïla Chiembe, en 30 secondes, quel est l'avenir pour l'Afrique au sein des BRICS? Bien, personnellement, je pense que la place de l'Afrique n'est pas dans les BRICS. La place de l'Afrique dans le monde est dans l'Afrique elle-même. Si l'Afrique ne s'interroge pas, si l'Afrique ne prend pas ses responsabilités, il n'y a pas de bonheur qui viendrait ni de la Chine, ni de la Russie, ni de l'Inde ou de notre pays quelconque. Merci, professeur. Jean-Louis, la place de l'Afrique n'est pas dans les BRICS? Bon, le développement de l'Afrique comme de la RDC ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est si elle se donne une dynamique à elle, se basant sur son passé ancestral, comme avec toute l'expérience qu'il y a dans le monde, et en sachant se réunir autour de ceux qui les réunissent, mais sincèrement, c'est en cherchant se donner des bases d'un développement endogène avec des éléments exogènes. Merci Jean-Louis Miaswekama. Voilà, votre nom il n'est pas facile à prononcer. C'est juste 10 lettres, Miaswekama. Et j'aimerais saluer les professeurs qui sont intervenus. Merci pour leur brillante intervention. Je ne suis pas professeur, mon père était professeur. Voilà, merci Jean-Louis. Merci à toute la grande équipe qui m'a accompagné dans la production de ce magazine. Guimaté, Donna Madimba, Merveille Hassani, Jean-Claude Siala, Jonathan Fonani, Clément Chimanga, merci beaucoup. Dialogue congolais, c'est fini. J'étais à la présentation. Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.